Bonjour à tous, donc Eric Dupont. Donc moi je suis formateur et consultant. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la gestion de projets en général et je me suis spécialisé en agilité maintenant depuis une dizaine d'années. Donc j'ai fait pas mal de Scrum pour ceux qui connaissent. Et je me suis une nouvelle fois encore spécialisé sur de l'agilité à l'échelle. Depuis 6 ans maintenant, je travaille principalement avec le framework SAFe, qui va être l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Dean Effenwald, qui est le créateur de SAFe, constate qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, toutes les entreprises en fait ont une composante logicielle dans leurs entreprises, que ce soit banque, assurance. Aujourd'hui, il y a une partie numérique dans chacune des activités. Et pour le coup, ben, ça oblige à avoir une certaine agilité dans l'entreprise, comme tous les pure players au final du web ou des entreprises du numérique, qui sont souvent très agiles. Toutes les entreprises aujourd'hui doivent avoir cette composante agile, puisqu'elles sont elles-mêmes comme des entreprises de création de logiciels. Donc on verra effectivement les avantages commerciaux qu'apporte cette agilité. Et on regardera également tous les secteurs dans lesquels cette agilité d'entreprise est mise en œuvre. Donc, tout d'abord, les avantages commerciaux. Donc, SAFe, lorsque vous mettez SAFe en place dans votre entreprise, on a ce qu'on appelle la promesse de SAFe. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous voulez mettre SAFe en place? Qu'est-ce que SAFe va vous apporter? Et donc ça, vous retrouvez cette promesse de SAFe sur le framework et sur le site internet de SAFe. J'y reviendrai un petit peu plus tard et je vous présenterai comment y accéder et toutes les informations que vous pouvez retrouver dessus. Mais dans un premier temps, effectivement, sur ce framework, vous allez voir qu'est-ce que SAFe peut apporter, qu'est-ce que SAFe peut apporter à votre entreprise. Donc vous allez voir principalement que SAFe peut apporter de l'engagement des employés, de l'engagement des ressources que vous allez faire travailler, de les aligner. Vous allez voir également que SAFe permet d'augmenter le time to market. Par l'agilité d'entreprise, vous allez être capable de proposer des solutions plus rapidement sur le marché. Vous allez voir également que SAFe propose d'augmenter la qualité de vos services, la qualité de vos produits. Et vous allez voir également que SAFe propose d'augmenter la productivité pour la mise en œuvre et la mise en place de ces produits. Si on regarde un petit peu dans le marché, là aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont mis SAFe en place, alors quand je dis toutes, bien sûr, vous n'avez pas sur un slide toutes les entreprises, vous pourrez trouver également sur le site de SAFe une liste un peu plus complète des entreprises. Mais sur ce slide, vous verrez quand même quelques exemples de grosses entreprises. Déjà, vous pouvez remarquer en fait que c'est des entreprises mondiales, hein. Là, on n'est pas purement français. Je vous montrerai un petit peu plus tard le panorama un peu plus franco-français. Mais bon, vous voyez aussi quand même des entreprises dans ce top entreprises qui sont françaises, hein. Vous avez Philips, Accenture, vous avez pas mal d'entreprises comme ça. Je vois pas s'il y a Pôle emploi qui est pas mis dedans, mais qui fait aussi partie des grandes entreprises qui ont déployé SAFe. Et donc en France, alors l'état de SAFe en France, là je me base sur un état des lieux qui a été fait par Michel Levasseur. Alors je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Michel Levasseur. C'est une personne qui anime en fait une communauté France de SAFe. Et c'est un des premiers en fait à avoir apporté SAFe en France. Il travaille chez Pôle emploi et il a déployé, alors si ce n'est le premier, en tout cas c'est un des premiers à avoir déployé SAFe sur une grande échelle chez Pôle emploi. Et il anime cette communauté franco-française et tous les ans il essaie de regarder un petit peu en questionnant un panel de sociétés françaises, de voir combien d'entreprises ont mis SAFe en place, combien ont lancé des trains. Et donc là, vous voyez sur ce slide, en fait, l'importante montée en puissance de SAFe dans les entreprises, qui passe de 34 entreprises recensées en 2018 à plus de 100 entreprises en février 2022. Et encore, je pense même que cet état des lieux est un peu en dessous de la réalité, puisque toutes ne répondent pas clairement. Dans les secteurs, c'est pareil, hein, vous verrez qu'il y a beaucoup de secteurs différents de SAFe. SAFe n'est pas vraiment un framework sectoriel, hein.
Donc on a beaucoup de téléphonie avec Orange, notamment, qui prend une bonne part de marché de Safe, puisqu'ils ont commencé assez tôt. C'est les secteurs bancaires, secteur de l'énergie. Et puis après, vous avez des secteurs un peu moins représentés, mais avec des grosses forces, des grosses entreprises qui s'y mettent. Par exemple, en avionique, vous avez ADS qui fait, ou Airbus aussi, qui a déployé Safe. Voilà, pour retrouver cet état des lieux par secteur d'activité sur l'étude de Michel. Donc, on va parler, hein, je vous expliquerai après effectivement ce qui est un train safe, mais globalement, un train, on va pouvoir dire que c'est une implémentation de safe sur un programme. Et donc, ça embarque beaucoup plus de personnes que les petits projets Scrum, hein. Et là, on voit par exemple sur le secteur de gauche, là, qu'en fait, on a la majorité des trains, des personnes qui sont embarquées dans un programme SAFE. Les trains comportent entre 50 et 125 personnes. Et on a même des trains qui sont à plus de 125 personnes. Alors là, pour le coup, qui dépassent un peu les limites qui sont fixées par SAFE. Après, on augmente, on fait des trains de trains. On en parlera un peu tout à l'heure, et là, on peut aller plus haut que 125 personnes. Mais normalement, on est sur une majorité de trains qui ne dépassent pas 125 pour SAFE. Voilà. Et on voit également que ces trains aujourd'hui peuvent être sur plusieurs sites différents, alors avec des équipes qui sont sur différents sites et qui travaillent pourtant au sein du même train. Donc, Safe, en fait, ça va être une solution de mise en place qui va permettre de délivrer dans un monde économique qui était en fort changement. Et donc, on a Mike Christensen qui parle dans son livre, qui est Project to Product, d'un mode de livraison, de construction, de création de valeur, hein, qui est complètement remis en cause, ou qui doit complètement s'adapter au changement. Et donc, Safe va proposer une solution, une possibilité pour prendre en compte ce changement imposé par le paysage économique qui est en fort changement lui également. On a eu différents changements de paysage économique qui ont eu lieu, donc que ce soit de la base de la révolution industrielle, en passant par la partie de la mise en place de trains, du rail et du chemin de fer, jusqu'à aujourd'hui l'âge du digital, hein, l'âge du digital. Et à chaque fois, on a vu que ces technologies, ces révolutions technologiques suivaient un peu le même cycle. Suivaient un peu le même cycle, et on a un moment où l'entreprise, en fait, doit forcément s'adapter à cette révolution, sous peine de disparaître complètement du paysage. Et si on regarde l'âge où on en est aujourd'hui, en fait, entre 2000 et puis maintenant, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est. On ne sait pas vraiment est-ce qu'on est déjà dans le point de bascule, ou est-ce qu'on l'a déjà dépassé. Donc la question vraiment aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on est toujours dans ce virage, ou est-ce qu'on l'a dépassé, est-ce qu'il est déjà trop tard. Si certains s'accordent à dire qu'il est pas trop tard encore pour prendre ce virage, on a déjà des secteurs qui l'ont fortement pris, et sur lesquels il est vraiment temps de se positionner. Et on voit par exemple le PDG de BMW là, qui précise que dans l'avenir, la plupart de son personnel recherche et développement ne sera plus des mécaniciens, mais des développeurs. Voilà. Alors qu'on est sur un secteur quand même qui est plutôt orienté mécanique. Mais on a des arrivées sur ce monde mécanique, comme Tesla, donc Tesla qui est plutôt justement orienté nouvelle tech, et orienté software, qui a une capitalisation qui dépasse la capitalisation de Ford, qui est pourtant historiquement acteur mécanique. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est l'exemple d'Apple.
qui est aujourd'hui le plus grand horloger en fait. Des horlogers, on voit historiquement beaucoup d'horlogers historiques qui sont dépassés aujourd'hui par Apple de fait de son Apple Watch. Donc on voit vraiment que le paysage économique aujourd'hui est en train de changer. Donc on est sur cette révolution. Peut-être sera-t-elle suivie par une révolution liée aussi à l'intelligence artificielle. J'ai entendu dans une conférence, on parlait d'intelligence artificielle comme étant la révolution industrielle des professions intellectuelles. Peut-être que ce sera la nouvelle révolution qui suivra avec cette intelligence artificielle. Pour prendre en compte, en fait, ces différentes révolutions, pour prendre en compte celles qu'on vit aujourd'hui, mais il faut savoir adapter son entreprise, quoi. Il faut savoir, sous peine de peut-être disparaître du paysage économique, en fait, il faut savoir repenser son entreprise. Et John Cotter qui écrit beaucoup d'ouvrages sur le changement, sur la conduite du changement, en fait, explique que aujourd'hui, la problématique des entreprises pour changer et pour s'adapter à cette nouvelle révolution est liée en fait au sein même de leurs structures qui ne sont pas adaptées ou qui ne sont pas en capacité de supporter ce changement et de réagir assez rapidement pour prendre en compte ces changements imposés par cette nouvelle révolution. Parce qu'en fait, pour être capable de changer rapidement, les entreprises qui ont des réseaux de changement rapide commencent souvent par un réseau entrepreneurial, un réseau qui est basé sur le client au cœur de ce réseau. Et on va avoir des petites entreprises comme ça qui après affichent des croissances indécentes, hein. Vous voyez Facebook, vous voyez Apple, enfin voilà, qui commencent vraiment par des petits réseaux qui sont fortement orientés vers qu'est-ce que veut le client et qui se construisent un réseau où tout le monde est focus sur vraiment ce que veut le client. Ça c'est important, on en parle beaucoup vers Safe, on parle de customer centric, donc vraiment de tourner tout le monde vers le client final. Et donc l'entreprise commence avec ce réseau-là. Et puis l'entreprise, elle grossit et grandit et met en place des systèmes hiérarchiques, elle met en place des départements, elle met en place toutes les structures organisationnelles que vous connaissez dans les grandes entreprises. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Au fur et à mesure que cette entreprise grossit, le réseau entrepreneurial, qui pourtant était l'essence même de cette entreprise, qui lui a créé en fait sa croissance, qui lui a permis réellement de grossir, mais il se fait complètement écraser par ce réseau très hiérarchique qui était lié à cette croissance. Et au final, l'entreprise perd par cette explosion de réseau entrepreneurial tout ce qui avait été son essence même et tout ce qui avait créé en fait sa réussite. Donc par rapport à ça, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit complètement changer et revenir quand on arrive sur une entreprise qui a un réseau hiérarchique? Est-ce qu'on doit complètement changer et essayer de recréer le réseau entrepreneurial et de casser le réseau hiérarchique? On se rend compte, et ça c'est pareil, hein, John Cotter en parle beaucoup dans ses ouvrages, on se rend compte que ça marche pas, que le système hiérarchique est bien imposé. Et voire même qu'il a aussi son utilité. Il apporte une certaine stabilité, il apporte un certain nombre de bénéfices à une entreprise qui maintenant est assez importante en fait en nombre de personnes, en nombre d'individus. Et que ce réseau, si c'est construit, c'est aussi qu'il avait son utilité, mais qu'il ne faut pas le laisser forcément écraser le système entrepreneurial. Donc l'idée, au final, ça va être essayer d'avoir, alors Safe parle de dual system. En fait, on va essayer d'avoir un double système d'exploitation dans l'entreprise, un réseau qui va permettre d'avoir de la stabilité d'entreprise et un réseau entrepreneurial qui, lui, va être capable de s'adapter à la rapidité imposée par le changement économique, par le paysage économique, et qui, lui, va être capable de se reconstruire en fonction de la valeur qu'on souhaite apporter dans un contexte donné.
Donc, qui va être beaucoup plus agile au final et qui va s'orienter vraiment vers le client. Et donc Safe, hein, dans le framework, donc au milieu là, de ce schéma, vous voyez la big picture Safe, hein, je vous la représenterai tout à l'heure, même sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas une demi-heure qu'il nous faudrait, mais plutôt 2 jours. Donc je ne vous la présenterai pas dans le détail, mais vous voyez en fait ce que représente Safe au milieu, qui propose un framework qui va travailler sur ces deux systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation basé sur la valeur, sans remettre en question le système d'exploitation basé sur la hiérarchie fonctionnelle. Voilà. Donc on dit effectivement que l'agilité commerciale peut exister que si on a une agilité à tous les niveaux de l'entreprise. Si vous prenez, on parle souvent de train dans Safe, hein, je vous expliquerai exactement tout à l'heure ce qu'on entend par train, mais si vous prenez l'image d'un train, en fait, on va dire que le train, il va à la vitesse de la plus lente de ses wagons. Voilà. Et donc, globalement, ça veut dire que l'agilité doit pas être forcément que au niveau de l'IT, elle doit être aussi au niveau des métiers. Et lorsqu'on met Safe en place, on va essayer de mettre Safe de manière large, la plus large possible dans l'entreprise et d'impliquer toutes les personnes de l'entreprise dans le delivery de solutions qui sont lean agile. Voici la belle big picture, hein, la belle big picture de Safe que vous pourrez retrouver sur scaleagile.com, qui est le site de Safe. Et on ira faire un petit tour là tout à l'heure. Je vais essayer d'avoir le temps d'aller sur le framework pour vous le présenter un peu plus en détail. En fait, Safe a défini que pour être customer centric, user centric, pour avoir une entreprise qui est en capacité de se tourner réellement vers le besoin du client, l'entreprise devait développer en son sein 7 domaines de compétences. Je veux dire 7 compétences, mais c'est plutôt 7 domaines de compétences. Et si l'entreprise atteint un niveau de maturité suffisant sur ces 7 domaines de compétences, alors le réseau entrepreneurial est conservé et l'entreprise est capable de produire des solutions qui soient vraiment en conformité avec ce qu'attend le client. Parce qu'effectivement, on a perdu un petit peu lorsqu'on a monté un réseau hiérarchique et qu'on a vraiment siloté l'entreprise. Certains pans complets de l'entreprise sont vraiment décorrélés du besoin final du client. Or, si on veut être lean agile, chacun dans l'entreprise doit savoir pourquoi est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'attendent nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent et en quoi moi, dans mon rôle, je participe à construire des solutions qui apporteront quelque chose au client final de mon entreprise. L'idée de ces 7 compétences, c'est vraiment de toutes les orienter vers le customer centric, vers notre client. Si on regarde la première compétence, en fait, elle est orientée autour du Lean Agile Leadership. Donc, Lean Agile Leadership, derrière le leadership, on a effectivement le fait d'embarquer les leaders de l'entreprise qui doivent en fait contribuer fortement à soutenir le changement organisationnel et l'excellence opérationnelle de toutes les personnes qu'elles lead ou qu'elles inspirent. Le leader agile, c'est quelqu'un qui doit montrer par l'exemple. C'est quelqu'un qui doit donner envie à toute entreprise de le suivre, ou son département, ou en tout cas toutes les personnes qui l'encadrent, de le suivre. Donc vous avez là le leading by example, qui en fait doit être vraiment une des préoccupations du leader. Je dois donner envie, je dois donner une direction, je dois donner envie à toutes mes ressources de me suivre parce que je suis moi aussi, je dois montrer l'exemple. D'accord? Donc ce même leader, il doit travailler fortement sur le mindset des personnes qui l'encadrent, sur le mindset de ses ressources. Dans un premier lieu, sur son mindset également à lui, hein, ça c'est important, puisque aussi il lead par l'exemple. Donc il doit changer lui son mindset, après il doit embarquer tout le monde. Donc pour embarquer tout le monde, il doit embarquer tout le monde en se basant sur une entreprise ou sur des principes lean ou sur des principes agiles et il doit faire en sorte d'accompagner toutes les ressources sur ce changement de mindset
C'est vraiment pas simple, un changement de mindset dans une entreprise. Pourtant, on peut mettre tous les frameworks qu'on veut derrière. Si on n'a pas pris le temps, si on n'a pas géré un peu la conduite du changement, ça va être compliqué de mettre en place, de l'agilité. Et donc, cette conduite du changement, on va la retrouver dans le domaine leading change, c'est-à-dire que le leader doit lui-même impulser le changement, doit accompagner les ressources dans le changement, et c'est vraiment lui qui doit montrer la route, hein, quelque part. Vous avez la petite implémentation là d'un changement qui doit montrer la route et accompagner les ressources dont il a la responsabilité, dont il est le manager, dont il est le leader. Compétence très importante à mettre en œuvre dans l'entreprise. Ensuite, vous allez avoir la compétence Team and Technical Agility. Donc, ce qu'il faut voir au final dans cette compétence-là, c'est que c'est les teams. Alors, quand on parle quand on est sur le monde du développement, ben, en fait, on va parler de team Scrum composé de développeurs, de testeurs, de Scrum Masters, de Product Owner. Voilà, donc on a les Agile Teams hein, quelque part. Et les Agile Teams, elles sont vraiment au cœur aussi des compétences qu'il faut travailler parce que c'est elles qui créent le produit. C'est elles qui, au final, vont construire le logiciel ou le produit que l'entreprise délivre pour son client. Donc ces teams-là, il ne faut vraiment pas qu'elles soient considérées comme étant en bout de chaîne ou qu'elles soient considérées comme étant loin du besoin client. Il faut les rapprocher le plus possible. Il faut qu'elles sachent, elles, qu'est-ce que le client attend vraiment dans ce que je construis et non pas qu'elle n'ait pas une vision simplement de ce que veut le client par tout un tas de documents qui seraient passés de main en main, études de besoin, cahier des charges, etc. Ou quelque part, à chaque fois, le besoin client peut être un peu transformé ou un peu détourné. Il faut vraiment qu'elles soient au plus proches et qu'elles aient la connaissance de leurs clients, de ce qu'ils attendent, pour qui je construis, qu'est-ce que le client veut et comment je le construis, ça, elles sauront faire. D'accord? Sur ce slide-là, donc on voit bien les Agile Teams. On voit qu'on doit impliquer les Agile Teams dans la qualité du produit. La qualité est vraiment pas négociable en agilité. Elle l'est encore moins en agilité à l'échelle. Parce que si on met un code, si on met une qualité médiocre sur une petite équipe, imaginez lorsqu'on met des grosses équipes à produire, ça donne une qualité encore plus médiocre. Voilà. Donc la qualité est non négociable. Et là, on parle de ce fameux train, hein, donc Agile Release Train. Dès que vous entendrez essai, vous entendrez train. On parle toujours de train dans Safe, et pas que à la SNCF, hein, partout. Et donc, ce fameux train, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe d'équipes. Globalement, on avait des équipes, des Agile Teams de 10 personnes, et puis c'était pas suffisant pour construire nos produits. Donc, on a créé des équipes d'équipes. Et donc, le train va embarquer, on parlait tout à l'heure, 125 personnes, par exemple, en embarquant 10 équipes Scrum, peut-être. Donc, c'est vraiment une équipe d'équipes, c'est la définition même de l'ART. Donc, la compétence suivante, ça va être la production, enfin, comment est-ce qu'on va construire notre produit de manière agile. Pour construire notre produit de manière agile, encore une fois, on l'a vu, comme les compétences, on va être fortement centré sur le client. Et donc, on va être fortement centré sur le client pour définir le produit, construire et publier. Donc, on va vraiment être de manière itérative. Hein. Tous ceux qui connaissent l'agile, et j'imagine qu'il y en a certains de connectés aujourd'hui qui connaissent bien l'agile, hein, vous savez qu'en fait, l'agile, on va délivrer de manière itérative. Là, l'itération, on va vraiment la pousser du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on va avoir autour de ce train qui va produire, vous le voyez sur le petit schéma en bas, là, autour de ce train qui va produire ou qui va construire le produit, et on va essayer de le faire de manière continue et itérative, de l'exploration du besoin client jusqu'à la mise à disposition du produit au client. Donc, on ne va pas uniquement faire de la construction ou du développement de manière itérative, mais on va être constamment en train de regarder quel est le besoin client. Comme ça, si le besoin client change, s'il évolue, etc., on est sûr de ne pas le louper. Donc, on va regarder toujours ce que veut le client, on va construire de manière itérative et on va déployer et mettre à disposition de manière itérative. Tout ça dans des cycles continus. D'accord? Donc pour ça, on va faire appel à des compétences, notamment alors pour ceux qui ont déjà entendu parler de DevOps, qui vont permettre justement de mettre en place, de délivrer les solutions en production, de les mettre directement à disposition des clients
de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus itérative que ce qu'on était capable de faire avant ou de ce qu'on était capable de faire sans DevOps. Sans DevOps, globalement, on était capable de construire de manière itérative, mais on n'arrivait pas à mettre en production aussi rapidement pour des raisons de qualité ou de phase de test qui étaient très longues. Donc pour le coup, on perdait vraiment ce time to market qui était dans la promesse de Safe tout à l'heure, vous vous en rappelez. Si on ne met pas en production de manière itérative, on ne gagne pas notre time to market. La compétence design thinking, elle, va plutôt être justement sur le continuous exploration, c'est-à-dire on va essayer de designer nos produits ou de voir vraiment quel est le produit le meilleur pour notre client. Donc là, on va retrouver des notions du X, des notions du I, qui vont permettre, et des techniques qui sont dans Safe, qui vont permettre de bien repérer le besoin de notre client, de bien le formaliser et de bien être capable de savoir quel est le produit le plus attendu pour notre client. Compétence suivante, l'entreprise Solution Delivery. Donc là, on va retrouver sur ce slide-là une partie qualité. Donc c'est-à-dire qu'on va intégrer la qualité, comme on le disait tout à l'heure, qualité non négociable. On va l'intégrer vraiment dans nos cycles de développement et dans les cycles de construction de notre produit. On va être sur un continuous delivery pipeline autour de notre train, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire on va être sur un train qui va produire de l'expression de ce que veut vraiment notre client jusqu'au fait de délivrer le produit. Et lorsqu'on va avoir des solutions à délivrer qui vont être beaucoup plus grosses, Safe parle de large solutions, ben dans ces cas-là, comme on a fait des équipes d'équipes, on va faire des équipes de trains. Voilà. Donc, on va faire de la coordination entre différents trains, soit des trains qui vont faire partie de la même solution, soit des partenaires extérieurs, soit des services extérieurs qu'on va gérer, qu'on va synchroniser avec nos trains. Donc là, on le voit en haut à droite, là, on gère différents trains qu'on synchronise, mais qu'on synchronise également avec des suppliers, avec des services extérieurs qui vont venir apporter de la valeur à notre solution. La compétence suivante est autour du Lean Portfolio Management. Lean Portfolio Management, on ne le met pas toujours, je vais vous présenter tout à l'heure sur le framework, on ne le met pas toujours en œuvre dès le départ, mais c'est quand même important à un moment d'aligner tout ce qu'on est en train de produire là avec la stratégie réellement de l'entreprise. Et pour en fait être capable de s'aligner sur la stratégie d'entreprise, mais faire en sorte que cette stratégie ne ralentisse pas l'agilité d'entreprise, ben cette stratégie d'entreprise doit elle-même comporter une partie lean et agile ben pour être en capacité justement d'adresser les opérations sans ralentir pour autant notre train. Pour vous donner des exemples, on va parler de stratégie de financement des investissements. Il est clair que si on a une stratégie de financement qui n'est pas agile, qui n'est pas lean, bah quelque part, on va peut-être même retarder la mise à disposition de nos produits. Parce qu'on serait capable de les construire rapidement, mais on n'est pas capable de les financer rapidement. Il y a tout un tas de décisions, il faut monter X pans avant d'avoir un go budgétaire. Tout ça, vous voyez bien qu'en fait, ça peut ralentir la mise à disposition même d'un produit. Donc, dans cette partie Lean Portfolio Management, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va s'assurer que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on crée, le cadencement et les priorisations qu'on fait sont bien toujours en adéquation avec la stratégie long terme de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va faire en sorte que cette stratégie permette de donner assez d'autonomie, mais aussi assez de financement et ne freine pas trop toutes les décisions qui peuvent être prises en local pour permettre en fait d'avoir un réseau entrepreneurial, si on rapproche à ce qu'on se disait tout à l'heure en tout début de point là, qui ait assez d'autonomie pour pouvoir lui se modifier, bouger, se financer, etc., être assez rapide et ne soit pas freiné par le système hiérarchique. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver au niveau de la stratégie Lean Portfolio Management. L'organisation agile, globalement, alors sur ce slide, c'est assez rapide, c'est simplement le fait de dire que notre organisation, notre réorganisation, elle aussi doit être agile. Et en fait, on doit être capable de s'organiser et toujours se réorganiser en fonction du changement et en fonction
vous savez, ce fameux réseau entrepreneurial dont on parlait tout à l'heure, être capable de le réorganiser, lui, en fonction du changement, sans forcément changer le système hiérarchique. Un point important également du framework SAFE, ça va être le Continuous Learning Culture. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'inspect and adapt, hein. On va se baser sur ce qu'on est capable de voir. Donc parfois, on va essayer des choses. Et puis, on a la culture de l'échec, hein, qui est très importante en agile. On va essayer des choses, on va regarder ce que ça donne et on va s'adapter vraiment pour que la prochaine fois, on s'améliore. C'est la route des lignes, c'est l'amélioration continue. On itère comme ça. On crée, on regarde ce que ça donne et on change si ça marche pas. Et on itère et on est toujours en amélioration continue. On doit avoir des organisations qui doivent être apprenantes, voilà. Et on doit laisser de la place à l'innovation. À chaque niveau de l'entreprise, on doit laisser la possibilité aux employés d'être innovants. L'innovation n'est pas qu'une histoire de département, il n'y a pas un département d'innovation qui fait l'innovation pour toute l'entreprise. L'innovation, c'est vraiment une culture, elle doit devenir une culture de l'entreprise. Voilà en gros pour Safe et ce que c'est. Petit sondage Oui, alors le rapide. petit sondage, donc connaissez-vous déjà l'agilité et Scrum en particulier? Donc oui, l'agilité, en fait, c'est vraiment la base de l'agilité à l'échelle. Et effectivement, on reprend globalement dans ce framework SAFE, hein, on reprend globalement les bases de l'agile, mais aussi du lean et aussi de la pensée systémique. Donc, il est vrai que c'est assez intéressant de connaître déjà un petit peu l'agilité, hein, pour mettre en place le framework SAFE, ou en tout cas pour faire des formations SAFE ou pour participer à un programme ou un projet SAFE. C'est toujours intéressant d'avoir une base de connaissances agiles. Et comme ça nous permet de nous concentrer vraiment sur la partie mise à l'échelle et sur la partie systémique. Souvent, quand j'interviens en entreprise pour la mise en place de SAFE, je me base souvent sur des équipes déjà qui sont agiles et qui ont déjà un certain niveau de maturité. Et ça crée vraiment mon socle en fait de mise en place du socle d'agilité à l'échelle. C'est vraiment intéressant de pouvoir permettre d'avoir ces bases-là. Donc globalement, je vous avais promis que je vous montrerai le framework. Donc on va débrancher là. Débrancher sur le framework. Donc voilà, ça c'est le framework sur lequel vous pouvez aller, hein. Il est gratuit, il est mis à disposition, vous pouvez l'utiliser. Et sur ce framework, globalement, c'est ce on regarde complètement ce framework sur toutes les formations SAFE, hein. On parlera tout à l'heure de la Leading SAFE, qui est la première formation SAFE, mais on voit vraiment tout ce qu'est ce framework. Ce qui est intéressant à voir sur ce framework-là, c'est que toutes les compétences dont on a parlé tout à l'heure, ce framework permet de les mettre en place dans l'entreprise. Donc, on va vraiment partir de la mise en place de Scrum, hein, pour ceux qui connaissent Scrum, on va vraiment partir de la mise en place de Scrum, donc les équipes Scrum, comment est-ce qu'on les met en place, etc. On va voir comment est-ce qu'on met en place un train, donc une équipe d'équipe Scrum, avec des nouveaux rôles, hein. On va voir un peu le Scrum Master des Scrum qui va être le RTE. On va avoir un Product Owner, des Product Owners qui va être un Product Manager. Voilà. Donc, on a vraiment des nouveaux rôles. Et puis, on va voir toute la partie, vous avez eu la compétence Lean Portfolio Management qu'on a vu tout à l'heure. On va la voir sur toute la couche portfolio là. Comment est-ce qu'on gère notre stratégie d'entreprise? Comment est-ce qu'on gère nos budgets pour qu'ils soient agiles? Comment est-ce qu'on gère nos grosses initiatives d'entreprise qu'on va appeler EPIC, etc., etc. Donc là-dessus, hein, sur ce framework, si vous vous promenez, vous pouvez y passer vos soirées, hein, quand il n'y a rien à faire à la télé, parce que tout est cliquable et vous pouvez très bien aller lire tous les articles sur chacun des éléments qui est présent sur ce framework. Voilà. Également, ce qui est intéressant à voir sur ce framework, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre tout en place au départ, hein, quand on arrive sur une transformation safe. On peut commencer par mettre juste un train, enfin juste, c'est déjà un gros boulot, hein, mais mettre une équipe d'équipe en place. Donc vous l'aurez compris, c'est un train. Et puis après, on peut se dire, maintenant, je vais agiliser mes investissements, mes budgets, etc. Et donc je passe sur du portfolio. Et puis maintenant, je vais avoir plusieurs trains, je les coordonne ensemble, et je vais être sur une large solution. Voilà. Donc ça peut vraiment être à étage la mise en place
de Safe. Globalement, quand on met en place Safe, il nous propose également une implementation roadmap de Safe. Donc, qui va être en fait la manière dont on va mettre Safe en place, un petit peu comme je viens de vous l'expliquer. Entre le moment où on va faire un go Safe et puis on va dire, ah, je suis entreprise, ok, je mets Safe en place. Et puis le moment où on va faire notre premier PI planning, donc qui va être vraiment, on fera des petites vidéos, je crois, c'est prévu avec des, on fera des petites vidéos spécifiques sur des points particuliers comme ça, comme le PI planning ou des choses comme ça. Mais le premier PI planning, ça va être vraiment la première planification des travaux qui va être faite par mon équipe d'équipe, par mon train. Ben, on va voir qu'on a un certain nombre de prérequis à faire. Donc, ça, il va préconiser, par exemple, de former un certain nombre de personnes, de former un certain rôle aussi, des Scrum Masters safe, des Product Owners safe, voilà. Et puis, d'engager un certain nombre d'étapes, en fait, pour préparer mon premier train, préparer mon premier PI planning, etc. Tout ça est assez guidé, et en fait, on a un implementation roadmap que Safe préconise pour mettre en place Safe. Donc moi, quand j'interviens en consulting pour mettre en place Safe, ben, je prends bien sûr le contexte de l'entreprise. Hein, je ne fais pas, c'est du sur-mesure. Hein, la mise en place de Safe, c'est vraiment en fonction d'où vous partez, etc., etc. Mais globalement, on a un peu un guide comme ça, une trame pour nous guider dans la mise en place de Safe en entreprise, qui est proposée par le framework. Alors, juste un petit point sur la communauté Safe, parce que si certains d'entre vous, après, font des formations, se certifient, quel que soit le rôle de Safe, au-delà du framework, Safe propose également une communauté mondiale, qui met en relation toutes les personnes qui sont certifiées Safe, et également qui met à disposition des templates pour animer un certain nombre de cérémonies Safe, des templates en fonction des rôles aussi. Donc on a vraiment une communauté très riche en tant que certifié Safe. Voilà. Parlant de formation, je vais te laisser peut-être parler un peu de formation IRP. Oui, donc voilà, donc Eric parlait de la community Safe, des formations. Donc, il faut savoir que depuis quelques temps, QRP International et Scale Agile Bronze Transformation Partner. Donc, nous proposons la formation Leading Safe qui prépare à la certification donc, Safe 5 Agilist. Toutes ces formations, donc la Leading Safe, elle est éligible au CPF et finançable par les actions collectives Atlas. Donc, si vous avez besoin de la faire financer, tout est possible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Sachez que QRP propose régulièrement des formations, hein, donc à peu près une fois par mois, aussi bien en présentiel à Paris qu'en classe virtuelle ou encore dans vos locaux, lors de sessions intra-entreprises réalisées sur mesure. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous contacter directement via les coordonnées qui seront affichées sur la slide suivante. Donc voilà, je pense que ce webinaire touche à sa fin. Nous espérons que le contenu de cette présentation vous sera utile. Et puis, je tiens tout particulièrement à remercier Eric pour cette animation. Merci à toi. Et effectivement, si vous avez d'autres questions, si vous voulez, alors LinkedIn est parfait pour ça. Hein, si vous avez des choses qui vous ont étonné, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir et tout ça, n'hésitez pas aussi via mon LinkedIn à lancer des fils et des posts. Il y a beaucoup de sujets intéressants et je pense que vous avez aussi beaucoup de choses à en dire. Donc, n'hésitez pas pour qu'on puisse continuer à partager à l'issue de ce webinaire. Merci à tous de votre participation et puis on espère vous retrouver prochainement en formation.